Bien, merci beaucoup. Nous reprenons, si vous voulez bien. Alors, je vais continuer à vous présenter à partir de ce tableau ces fiches d'identité pour situer contextuellement le lieu de la sémiotique des instances. Donc, on a vu tout à l'heure la sémiotique des pratiques avec son échelle de ce que Jacques Montagny appelle le plan de l'expression, le parcours génératif du plan de l'expression. On passe maintenant au deuxième, qui est, que vous connaissez aussi, la sémiotique tensive, que je prends le risque de résumer de la manière suivante. C'est le diapositive. Le deuxième diapo, oui. Sémiotique tensive. La sémiotique tensive conceptualise le graduel et le continu sur une base sensible, à partir du discontinu. Je tiens comme base de la sémiotique de Silberberg cette formule que j'avais beaucoup aimée, qui date des années 1980, 70 peut-être, qui était le titre d'un article qu'il avait écrit, qui s'intitulait « Sous les sèmes, il y a quoi ?» Vous savez ce que c'est que les sèmes? Ce sont ces éléments, ces figures élémentaires du plan du contenu qui se définissent par la différence signifiante sur le même modèle que les phonèmes se structurent à partir de différences phémiques. Les phèmes, et lui, il va plus loin, ça veut dire sous le discontinu, il y a quoi? Et une opposition simple, comme fermé versus ouvert, fermé, ouvert, s'étire vers ses extrêmes. L'extrême du fermé, c'est l'hermétique. L'extrême de l'ouvert, c'est le béant. Et transforme alors l'ordre implicatif. Si, alors. Si c'est ouvert, alors je peux le fermer. Si c'est fermé, alors je peux l'ouvrir. Transforme l'ordre implicatif en un ordre concessif. Bien que ce soit hermétique, je l'ouvre. Bien que ce soit béant, je le ferme. Bien que ce soit invraisemblable, je le fais. Une logique narrative résulte de cette observation du concessif qui est une logique narrative du survenir centrée sur l'inattendu, la nouveauté, l'événement, qui s'oppose à la logique narrative du parvenir ou du devenir, qui, elle, est prévisible et programmée. Le schéma narratif canonique de la sémiotique grémassienne est un schéma du parvenir. Le héros traverse des épreuves et progressivement il parvient à obtenir l'objet de valeur. Et il est récompensé ou il est puni, etc., etc. Alors que la logique du survenir, ce serait plutôt, si vous voulez, une logique narrative comme on la voit chez Hitchcock, par exemple. C'est l'attente de l'inattendu. Et il en résulte toute une théorie de l'événement, à mon avis tout à fait remarquable, puisque l'événement, c'est ce qui surgit hors du prévisible, qui est identifié par sa rupture avec l'attendu, le prévisible, avec le devenir. Et l'événement reconfigure son amont et son aval. Ce qui s'est passé avant l'événement prend une signification nouvelle. Par exemple, on va rechercher les indices qui préparaient indirectement cet événement. Pensez par exemple à l'événement canonique, peut-on dire, du XXIe siècle, qui est l'attentat terroriste contre les tours jumelles à New York. L'avant est reconfiguré par l'événement et le monde change après. Donc c'est toute une théorie de l'événement qui repose sur cette petite chose-là, sur cette logique des intensités.
de la gradualité des intensités. Mais vous comprenez aussi que ce système de tensif, de la sémiotique tensive, que je résume ici, est à base structurale. Ce sont les différences structurales qui se modifient, qui se déploient, qui s'étirent, qui sont élastiques en quelque sorte. Ensuite, troisième description, on peut passer, troisième description, je résume encore une fois la sémiotique des instances, parce que je crois que c'est toujours bon de se remettre en... La sémiotique des instances prend en compte l'acte d'énoncé d'un côté et l'énoncé de l'autre. Le corps percevant et le sujet connaissant. La physis de l'immersion dans le sensible, exprimant la prise sur le monde, et le logos de la distanciation, assurant la reprise par le discours. Se distingue alors le sujet qui assume, instance réflexive, celui qui se dit « je », et le non-sujet qui révèle son lien sensible avec le monde par des prédicats somatiques. De Merleau-Ponty à Benveniste, la sémiotique des instances place le langage sous condition d'intersubjectivité. Voilà. C'est une définition courte, mais ensuite, et c'est pour moi, c'est là qu'est le grand virage. Les deux précédentes approches, soit l'approche des pratiques ou l'approche sensible, d'une certaine manière, présupposaient le sujet, mettaient le sujet avec un statut de présupposition, mais ne le prenaient pas en charge de manière frontale. Et il me semble que la richesse de la sémiotique des instances, c'est de prendre en charge de manière frontale l'identité, l'instance subjective et intersubjective. Ensuite, quatrième la sémiotique des interactions, qui est illustrée par les travaux de Landowski, qui illustre, à mon avis, très très bien cette bivalence entre structuralisme et phénoménologie, d'une manière faiblement théorisée, parce qu'il ne cite pas d'auteur, ou très peu, mais très, très précisément mise en œuvre. La sociosémiotique des interactions se focalise sur les conditions du partage du sens à travers les régimes d'interaction. Interaction entre sujets, interaction entre sujet et objet, et même interaction entre objets eux-mêmes, conduisant à développer une sémiotique des significations sensibles non discrétisées, ce que Éric Landowski a appelé d'un très beau titre, les passions sans nom. Les passions non identifiées par une typologie passionnelle lexicalisée. Elles se diffusent par contagion, comme un rire contagieux, une peur contagieuse, une rumeur contagieuse, et appellent des stratégies d'ajustement. Au concept de jonction, disjonction, conjonction, concept structural par excellence, Landowski tente de substituer le concept d'union. Voilà pour les passions sans nom. Cinquième. On est beaucoup plus du côté phénoménologique de l'interaction sensible. C'est le toucher des choses, c'est le lien, par exemple, d'affection que l'on peut entretenir avec un objet familier, c'est ou bien au contraire les rejets, les hostilités des choses, plus ou moins manifestes. Cinquième, enfin, sémiotique de l'iconicité. Je crois que les travaux de Jean-François Bordron sont un peu moins connus. Je ne sais pas si vous les pratiquez, on les enseigne ici, pas beaucoup. Non, pardon. Et donc,
moi je crois que c'est très très intéressant parce que c'est là où on est véritablement le plus au cœur de la sémiose perceptive. Cette sémiotique est ancrée dans la sémiose perceptive. 3 moments en marquent la genèse. 1. Moment indiciel. Quelque chose me fait signe. C'est encore indécidable. C'est inassignable. Je vois que quelque chose qui se distingue du fond, si vous voulez. Deuxième moment de cette genèse du sens dans la perception, le moment iconique. Cette chose prend forme, acquiert une forme, et prend une forme par ressemblance avec quelque chose d'autre, par analogie. Et enfin, troisième moment, moment symbolique, cette chose va être identifiée lorsque l'objet perçu est reconnu, car il est inscrit dans un système de règles implicites d'usage, règles explicites installant cette chose dans une hiérarchie. Lorsque l'usage, règles qui esquissent des narrations, qui suscitent des affects, cette sémiotique cherche dans les images les conditions d'avènement et de réalisation du sens. Je peux vous en donner un exemple pour illustrer. Très connu, parce que j'ai travaillé récemment sur cet exemple, je ne sais plus où je l'ai publié. Vous connaissez, puisqu'on est chez... On forme une équipe de littéraires, c'est toujours agréable, le roman de Stendhal, La Chartreuse de Parme. Dans La Chartreuse de Parme, il y a une séquence très connue, et même considérée comme une sorte de totem dans l'histoire de la littérature. C'est le désir, c'est la réalisation du désir du héros, Fabrice del Dongo, de soutenir Napoléon en allant se battre pour lui. Et il va à Waterloo. Et le passage, tout le passage narratif de la bataille de Waterloo, je vous invite à le lire, même isolément, si vous n'avez pas, sans lire tout le roman, c'est absolument passionnant. Parce que justement, Fabrice passe par ces 3 stades. Le stade indiciel, le stade iconique et le stade narratif, le stade symbolique. Le stade indiciel, c'est quand il est dans la bataille. Il est dans l'euphorie de la bataille. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne comprend rien. Il y a des petites mottes de terre, par exemple, qui se dispersent autour de lui. Mais à aucun moment il identifie un boulet de canon qui vient de tomber. Il n'y a pas d'identification, il n'y a que des effets. C'est le stade indiciel. Il n'y a que des effets. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, il voit passer des personnages, il voit courir, il voit des arbres qui se transforment. Et on a l'impression qu'il est comme dans un état perceptif halluciné. Et puis, il y a le stade, je dirais, le stade iconique. Lorsqu'un officier lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas qu'on est dans la bataille, mais tu n'as pas de fusil. Tiens, il prend sur un mort, il prend un fusil, il dit maintenant tu vas te défendre. » Et Fabrice dit « Ok. » Et il voit arriver un Prussien à cheval devant lui, il tire, il le fait tomber, il le tue. Mais son réflexe, par analogie avec son histoire de jeune aristocrate italien, son réflexe, c'est d'être à la chasse. Et comme à la chasse, lorsqu'on tue un sanglier, on va le chercher. Donc lui, il sort du bois et il va pour chercher sa proie. Et le caporal lui dit, mais tu es fou, tu vas te faire tomber. Il avait confondu la guerre et la chasse. Vous voyez, il est dans un stade analogique, où le monde n'a pas encore pris vraiment son temps. Et le lendemain de la bataille, le narrateur Stendhal raconte que Fabrice, partout, cherche des journaux, cherche des écrits, cherche des récits qui lui racontent ce qu'il a vécu, qui lui racontent qu'il était bien à la bataille de Waterloo.
et qu'à ce moment-là, il était bien dans une vraie bataille, et que donc, il y a des règles qu'il a besoin d'apprendre. Donc c'est une illustration littéraire tout à fait remarquable de ces trois stades d'avènement du sens dans la sémiose. Le moment indiciel, le moment iconique et le moment symbolique. Donc, oui, c'est vraiment, je crois que cette illustration est vraiment formidable. Et lisez ces quelques 15 ou 20 pages du roman de Stendhal, vous allez voir, c'est magnifique comme récit, parce que justement, c'est le récit d'une bataille, en quelque sorte, vue depuis la perception, vue depuis le siège du sujet. Bien souvent. Ensuite, voilà pour ces trois. Alors, on peut passer à la voilà donc les 5 lois de la sémiose, avec les pratiques, l'intensivité, les instances, les interactions, l'iconicité. Une sorte de tableau, si vous voulez, synthétique, qui permet de revenir. Alors maintenant, j'aimerais, on peut passer à la diapo suivante. J'ai mis le tournant phénoménologique graduel pour une sémiotique intégrée. Un dialogue raisonné entre ces différentes orientations pourrait donner lieu à une théorie sémiotique générale, à la fois synthétique par ses concepts et opérationnelle par ses analyses. Et je note que la place cruciale de la sémiotique des instances, énonçante, assumant et explicitant le continuum du sens entre l'expression sensible et l'expression cognitive, assure, à mon avis, une position sur les deux côtés qu'on a vus. Donc j'aimerais revenir, si vous voulez, un tout petit peu sur, comme une ritournelle, revenir un peu sur l'intériorité de cette théorie des instances. On le sait, Jean-Claude Coquet distingue, à la base, le sujet du non-sujet. Le sujet, c'est celui qui, dans sa prédication, assume ce qu'il dit. Celui qui non seulement dit « je », mais qui se dit « je ». C'est l'instance rationnelle, réfléchie, stratégique. Est égaux, qui se dit égaux. Ça correspond au stade symbolique ça correspond de cette manière au stade de la distanciation, le stade symbolique de Bordron pour moi. Quant à l'instance non-sujet, elle prédique également, mais mécaniquement, comme un automate, elle récite sa leçon. Elle parle sous la dictée des stéréotypes et de la phraséologie figée, celle qui convoque, sans les révoquer, ni les prendre réflexivement en charge, les produits de la praxis énonciative. Voilà un concept que Coquet n'emploie jamais, mais que moi je considère comme central, c'est que, évidemment, la praxis énonciative, qu'est-ce que c'est? C'est, au fond, l'activité, non pas du sujet individuel en tant que tel, mais l'activité du sujet individuel en tant que membre de la masse parlante. C'est la masse parlante, la praxis énonciative, celle qui forge la langue. C'est les millions et les millions d'énoncés produits dans une langue qui la stabilise, qui la consolide, qui en font un objet que nous avons en partage, parce que les produits de la praxis fabriquent l'usage, et l'usage, c'est ce qu'on convoque lorsqu'on parle. Et on se rend compte que nous convoquons des agglomérats linguistiques, des expressions figées, des syntagmes, des chaînes syntagmatiques plus ou moins stabilisées, qui conditionnent notre bonne intercompréhension. Je me souviens d'un linguiste, un des premiers de l'époque des années 1970, quand j'étais au Belk, j'ai oublié son nom, qui était un polytechnicien, un informaticien, et qui travaillait sur à partir du recueil des données linguistiques
qu'il enregistrait informatiquement. C'est-à-dire il enregistrait la totalité des constructions syntaxiques d'une langue, du français en l'occurrence. Syntaxe de l'adverbe, syntaxe du verbe, syntaxe du nom, syntaxe de l'adjectif, etc. Et puis à la fin, il est arrivé à faire un inventaire informatique des expressions figées, de ces agglomérats syntagmatiques qui forment notre parole quotidienne. Et il avait conclu qu'un locuteur francophone, c'est pareil que les langues, utilise à hauteur de 80% des expressions figées. Donc notre énonciation personnelle est en fait un impersonnel de l'énonciation. Et c'est cette dimension impersonnelle de l'énonciation qui va jusqu'à la façon dont on éprouve les passions. La codification des passions est aussi un produit de la praxis énonciative. Je dirais qu'on aime selon, on est selon ce que la praxis énonciative nous dit. C'est-à-dire que nos expériences individuelles sont immergées dans les expériences collectives de la masse parlante. Et on le voit bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit l'importance que cela prend, évidemment, avec les réseaux sociaux et avec même les revendications de la liberté d'expression. Lorsqu'on entend Musk, par exemple, Elon Musk parler de la liberté d'expression, la conception américaine de la liberté d'expression repose sur une vision, à mon sens, extrêmement naïve de la praxis énonciative. Presque si on pouvait être amené à penser constamment ce qui, dans nos actes d'énonciation, relève d'une praxis collective, ou relève vraiment d'une création individuelle, je crois que progresser, parce que c'est même le travail, un des travaux des sémioticiens. Mais en effet, cette praxis énonciative qui produit le non-sujet. Le non-sujet, c'est la part de non-sujet qui existe dans chaque sujet parlant. C'est-à-dire que et qui s'incarne dans le sujet parlant. Je dis incarné, car la mise en discours inclut aussi la dimension corporelle de l'énonciation. Celle-ci se manifeste sous la forme des prédicats qui expriment l'expérience vive, la prise sensible avec le monde, ce que Coquet appelle la physis. Ces prédicats s'opposent aux prédicats cognitifs, ceux du logos, ceux de la reprise seconde, raisonnée et assumée de l'expérience par le sujet. Cette approche ouvre l'analyse de la dimension énonciative du langage à son ancrage phénoménologique, celle de la perception et des affects. On comprend combien l'analyse du discours, ainsi envisagée sur la base de positions fondamentales en théorie du langage, peut trouver des champs d'exercice du langage ordinaire à l'étude littéraire, mais en se fondant non pas sur les discours dans leur diversité socioculturelle, mais sur l'activité de discours elle-même, sur le discours comme activité signifiante. Je pense par exemple aux travaux d'Ivan Darro Harris dans le domaine de la psycho et de la psychosémiotique et de l'éthosémiotique qui illustrent cette mise en œuvre. Alors, j'aimerais, je ne sais plus où je suis par rapport à mon groupe, là, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez avancer? Alors, si on voulait résumer en un petit tableau la théorie des instances énonçantes, je proposerais ceci: physis versus logos, prédicat somatique versus prédicat cognitif. Prédicat somatique, c'est les propriétés sont les suivantes, liées au corps et à son activité perceptive et affective. Ils sont émis par le non-sujet, la part d'automate qui est en nous, en tant que sujet parlant. Leur fonction est de dire le sensible, qui intervient à l'intérieur de nos énoncés cognitifs. Ne serait-ce par exemple que par nos intonations, le tempo de nos discours,
les accentuations que nous mettons. Et les prédicats cognitifs, qui eux appartiennent au domaine de l'intelligible, qui sont assumés au sens réflexif par le sujet, et leur fonction est moins de dire le sensible que de décrire le monde. Et c'est l'interaction entre les deux. C'est pour ça que la narrativité, par exemple, la théorie de la narrativité de la sémiotique grammacienne, dans la perspective de Coquet, relève des prédicats cognitifs. C'est une reconstruction seconde, figée par la praxis énonciative, qui produit et qui engendre les schémas narratifs qui nous rendent les séries américaines intelligibles, par exemple. Ensuite, on peut passer, voilà, ensuite j'ai une sorte de, si je répète ma leçon, moi, en tant que non-sujet coquetien, je répète la leçon de Coquet. Et ça donne, je vous lis très vite parce que c'est de la répétition pure et simple, le sujet c'est celui qui, dans sa prédication, assume ce qu'il dit. Celui qui, non seulement dit je, mais se dit je. Instance rationnelle, réfléchie, stratégique. Est égo celui qui, par l'acte de réflexivité, se dit égo. Quant à l'instance non-sujet, elle prédique également, mais mécaniquement comme un automate. Elle récite sa leçon, elle parle sous la dictée des stéréotypes et de la phraséologie figée. Celle qui convoque, sans révoquer, ni prendre réflexivement en charge, les produits de la praxis énonciative. Le non-sujet incarne l'impersonnel de l'énonciation, celle de la masse parlante, ou celle qui, sur un autre registre, s'énonce sous la pression impérieuse de la passion. Bref, le non-sujet s'exprime sans assumer ce qu'il dit. Nous sommes tous des non-sujets. C'est ChatGPT. C'est pour ouvrir la discussion depuis ça. On peut passer à la diapo suivante. Je voudrais juste pour conclure, pas tout à fait conclure, parce que avant de passer à l'ouverture que je vais présenter, raconter un peu l'expérience commune de travail que j'ai eue avec Jean-Claude dans les années 2010-2012, où nous avons, pendant une brève période, travaillé vraiment très étroitement comme deux collègues de l'Université Paris 8. Vous savez que l'Université Paris 8 a créé, sur le département de littérature, la revue Littérature, qui était créée à l'époque où ont été créées la revue Langage, la revue Langue française, c'était l'époque des grandes revues. Et la revue Littérature existe toujours. Et elle est toujours publiée sur papier, en ligne également. Et elle a toujours un nombre, ça marche bien, c'est une revue qui marche bien. Et d'ailleurs, on en reparle, je prépare un numéro sur apparaître en 2026 sur théorie littéraire et sémiotique des instances. Et on va essayer, on va faire un numéro spécial d'hommage à la théorie de Jean-Claude Coquet dans littérature, on va parler des contributions, etc. Et ça permet aussi d'ouvrir l'espace de la sémiotique au-delà des revues point spécialisées qui sont celles de la seule sémiotique vers les littéraires. Et donc un jour, Jean-Claude Coquet m'a invité à faire équipe avec lui, il y a une dizaine d'années, pour co-diriger un numéro de la revue Littérature. Et l'objectif de ce numéro, qui a donné son titre au dossier, était « Comment dire le sensible ?» Comment, au fond, comment exprimer Fusissi? Comment dire le sensible? Recherche sémiotique. C'est le numéro 163 de la revue Littérature, publié en 2011 ou 2012, je ne sais plus, il y a quand même déjà 12 ans. Voici comment nous envisagions la problématique en essayant de ménager entre nos deux approches, à la fois proches et légèrement différentes, un espace de compatibilité. En effet, même envisagé dans une perspective sémiotique, ce qui la restreint, la question « Comment dire le sensible ?» a un assez large empan et au moins deux directions. Alors voici d'abord
le côté coquet. Prenant sa source dans le corps immergé au sein de l'expérience continue du réel, le sensible renvoie en premier lieu à la perception et aux conditions de son expression dans le langage sur cet horizon de réalité. Par le sensible, l'instance corporelle énonce sa relation avec le monde, s'éprouve et se constitue dans ce même mouvement. Ce sont les prédicats somatiques qui la manifestent, c'est cette expérience qui se met en scène. Donc l'objectif de Jean-Claude, c'était cela. À travers la question comment dire le sensible, c'était le lien entre l'expérience sensorielle et affective, corporellement éprouvée, et sa manifestation dans l'expression, au plus près du corps, dans le langage. Et maintenant, mon côté, la différence de mon côté, c'était que de manière complémentaire, le sensible s'exprime et se dépose dans le texte. Moyennant un glissement de point de vue, on peut alors considérer que le sensible prend aussi sa source dans le produit de son expression. Et que le filtre du texte est alors à même de moduler et de refaçonner l'expérience. La question complémentaire de comment dire le sensible devient alors comment se dit le sensible. Cette double question forme le noyau des recherches que nous engageons avec une équipe de contributeurs de la communauté sémiotique. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je précise ma position, si vous voulez. Je veux dire que je me rapproche du concept développé par Paul Ricoeur de refiguration de l'expérience par la médiation du langage. C'est que, comme dit Ricoeur, lui, par la médiation des signes. Vous savez que cette thèse est soutenue et longuement développée par Paul Ricoeur dans son livre Temps et récit, notamment dans le 3e volume qui s'appelle Refiguration. C'est dans ce qu'il attribue aux histoires racontées et à la manière dont elles sont racontées et la manière dont ces récits se déposent dans la mémoire culturelle au point de devenir des matrices d'expérience. C'est-à-dire qu'elles possèdent la capacité de refigurer nos expériences temporelles et, je dirais plus largement, nos expériences sensibles, lorsque cette refiguration entre dans la constitution même de l'expérience. C'est l'effet de la littérature, si vous voulez, sur l'expérience elle-même. On dit souvent que, par exemple, après les souffrances du jeune Werther de Goethe, il y eut en Allemagne une vague de suicides considérable d'adolescents. On vivait l'amour selon le jeune Werther. C'est-à-dire que toutes les incarnations que prennent ces mots, que sont les noms des héros. On est Julien Sorel, on est Marcel de la Recherche. On devient, on revit des expériences dans le texte. Et donc il n'y a pas seulement l'expérience sensible directe, mais je dirais qu'il y a l'expérience sensible modulée, modelée, refaçonnée par l'expérience discursive. Je dis, il reste que le personnage principal dans notre numéro de la revue littérature restait bien Jean-Claude, avec la référence à son livre Fugis et Logos, qui était paru peu de temps à ce moment-là, et qui en posait les termes. Pour une information plus précise sur cette affaire, je renvoie au débat entre Coquet et Petitot, à l'intérieur du numéro Actes sémiotiques numéro 114, intitulé Phénoménologie et sémiotique. Il y a là un débat entre Jean-Claude Coquet et Jean Petitot qui me paraît extrêmement éclairant, très utile pour bien comprendre ce lien entre les deux disciplines qui ont
qui sont toutes les deux des méthodologies. On reviendra un tout petit peu, je dis, sur la question phénoménologique en relation avec la figurativité. Mais pour Coquet et Petitot, l'interrogation de départ concerne le statut du langage. Ce statut a pour propriété, ce statut repose sur la propriété fondamentale du langage qui est de signifier. Avant de communiquer, signifier. Ce statut a une double caractéristique, et c'est ça qui est important, car c'est là que Coquet se sépare de la majorité des linguistes. Il insiste, en effet, sur l'ambivalence de la composition langagière. D'un côté, il y a la réalité dans laquelle se trouve plongé le corps sensible, la chair même, la physis. Cette réalité s'exprime à travers les prédicats somatiques. Et de l'autre, il y a la raison, le savoir, les énoncés qui structurent cette expérience, le logos, qui sont des reprises de l'immédiateté vécue. Et je crois que, pour moi, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le plus parlant de ça, presque étonnant de justesse, c'est cette expérience de Fabrice à Waterloo. Ces deux types de prédicats se chargent respectivement et complémentairement de signifier. Selon Coquet, les prédicats somatiques disent le sensible, les prédicats cognitifs le traduisent. Or, et c'est là son combat à lui, il considère que la linguistique et la sémiotique, dans son histoire, dans l'histoire de leur réflexion sur le langage, ont mis l'accent et même exploré exclusivement l'organisation des prédicats cognitifs. Toute la dimension sensible de l'expression aurait été sous-estimée et exclue comme non pertinente. Et voilà pourquoi il s'agit de réhabiliter cette dimension de la physis en considérant qu'elle est première et qu'elle est décisive, puisqu'elle implique la saisie perceptive qui conditionne la pratique même du langage, qui l'innerve, qui la façonne et la refaçonne en continu. Il s'agit donc de restaurer l'ambivalence du langage, de renoncer à la seule couverture du logos et d'apprendre ou de réapprendre à y articuler la physis. Merleau-Ponty déclare, et Jean-Paul Coquet le cite, le philosophe Merleau-Ponty déclare ceci, c'est très simple: le fond des choses, dit-il, est qu'on ne sait pas dire le sensible. Pour résoudre ce problème, dire le sensible, il faut cesser de s'en tenir au seul logos. Voilà peut-être, j'ai beaucoup de choses encore à dire, mais comme on l'a beaucoup répété, je voudrais passer maintenant à la deuxième phase, en quelque sorte. Peut-être même vous raconter une petite expérience que j'ai eue avec Coquet à ce moment-là, qui était, je trouve, très très significative de l'entreprise et de l'attitude de Jean-Claude Coquet. Parmi les nombreux moments partagés depuis le temps où je suivais ses enseignements de boulevard Raspail, je voudrais évoquer une toute petite expérience que j'ai eue avec lui au moment où on collaborait pour la préparation du numéro de littérature sur cette question, comment dire le sensible. Nos discussions préparatoires furent peu nombreuses. Ça marchait par le silence. On se comprenait à demi-mot. Et lui, il permettait au silence de faire son œuvre. C'est moi qui avais écrit l'introduction, seul. Et la réalisation de cette entreprise me laisse le souvenir de notre collaboration, le souvenir d'une légèreté aérienne. Ça s'est fait presque sans qu'on y prenne part.
Mais voilà que le débat qui nous occupa, quand je lui ai suggéré d'intégrer à la question initiale, comment dire le sensible, l'autre question dont j'ai parlé et que je jugeais complémentaire, comment se dit le sensible, j'aurais dû dire comment se vit le sensible, il a eu une réaction bien caractéristique. Il s'agissait pour moi d'associer, comme je l'ai dit, à l'expérience du sensible ce qui vient de notre lecture des textes, ce qui vient de notre culture du langage, de notre culture discursive, de notre culture de mots et d'images, et qui par là refaçonne notre expérience, la refigure, pour employer le terme de Paul Ricoeur. Il s'agissait, par une sorte de rétroaction, de considérer non pas seulement le chemin qui va de la physis au logos, mais le chemin qui retourne du logos à la physis. Et complémentaire donc du chemin inverse. Alors, lorsque je lui ai dit ça, il a fait un sourire. Ce sourire assez rare de Jean-Claude Coquet, un mélange d'ironie et de bienveillance, qui me faisait comprendre que je n'y étais peut-être pas, que ce n'était peut-être pas si pertinent, que nous n'étions pas peut-être sur le même plan de pertinence. C'était un sourire silencieux, un peu persifleur, mais généreux, et qui laissait faire. Et je dirais, il y avait de la physis. Ce sourire était un prédicat somatique, mais associé aussi avec un prédicat cognitif. Vous voyez, c'était un mixte des deux. Il y aurait une sémiotique du sourire, si vous voulez, qui est à développer à partir de cette expérience. Car c'est là que j'ai crois avoir compris ce que Jean-Claude Coquet mettait d'épaisseur théorique dans les prédicats somatiques. Il assurait par là l'appartenance commune de la physis et du logos à la théorie du sens. Il imposait la place de la physis, la part du corps implantée dans le monde signifiant par le sensible et dans la structure même du langage. Il ouvrait, je crois, pour moi, une ère nouvelle que les spécialistes jeunes peuvent investir. Et je voudrais, pour conclure, arriver au deuxième sur ce que j'appelais les promesses, les perspectives et les promesses. Tout d'abord, le mot instance, la sémantique de l'instance. J'avais écrit un texte là-dessus dans un livre qu'on a co-publié il y a déjà pas mal de temps avec Jacques Fontany sur la temporalité qui s'intitule À la flèche brisée du temps, publié aux presses universitaires de France. Et un paragraphe de ce que j'avais fait avec le titre L'instant, l'instance, l'insistance. Et l'idée que je résume ici, c'est qu'il y avait une connexion sémantique entre ces trois termes. Instant, instance, insistance. L'origine étymologique commune de ces trois lexèmes étant sta, la racine sta, être debout. Le latin classique instans signifie à la fois, qui est instans en latin, qui est à l'origine de l'instant. Instant signifie à la fois présent et pressant. Insistant et même menaçant. C'est intéressant. Le dictionnaire historique de la langue française, Robert, nous apprend que le mot, comme adjectif, a maintenu la notion d'imminence, qui signifiait qui presse vivement.
Quant à instance, de même origine, le mot a d'abord pour signification demande pressante. Une demande pressante. Il est marqué par les traits aspectuels de proximité spatiale et d'imminence temporelle. Cette sollicitation pressante se spécialise dans l'acception juridique de la valeur lorsque une affaire est mise en instance, lorsque l'on a un procès en instance et en instance 2, qui signifie mise en attente avec cette sorte de suspension de la présence. Ultérieurement, dans le contexte psychanalytique maintenant, l'instance va définir une composante d'actualisation de la personnalité qui justifiera ensuite son adoption par les linguistes. On a l'instance du ça, l'instance du moi et l'instance du surmoi en psychanalyse. Ce sont trois manifestations, trois modes de présence qui va justifier son adoption par les linguistes pour désigner un constituant de l'énonciation. Et lorsque Jean-Claude Coquet adopte le concept d'instance énonçante, dont on a déjà suffisamment parlé ce matin, je dirais qu'il rejoint le fond sémantique premier de ce terme, qui est un fond localiste, c'est-à-dire ce qui se tient là, ce qui est prêt à prendre forme, ce qui est prêt à survenir. D'où le lien pour moi avec la sémantique sensible. Pour moi, c'est une véritable jonction. Il se situe à la jonction de l'actualisation du virtuel et de l'actentialisation. L'instance, pourrait-on dire, va du virtuel à son actualisation, ou du moins, en adjoignant le troisième terme, insistance, qui intensifie ce chemin sémantique à partir de la seule racine starée, être là. Donc je dirais que l'instance, c'est ce qui insiste pour advenir. Et j'en donnerai, peut-être presque pour terminer, un petit exemple, pour illustrer la fécondité analytique de cette conception de l'instance à travers l'analyse du lapsus. Et on va peut-être regarder une toute petite séquence qui s'est produite, un événement qui s'est produit il y a quelques jours, très exactement, le lundi de la Pentecôte. Alors je vais rappeler, avant que vous allez le mettre en route, le lundi de la Pentecôte, qui est un jour férié en France, par tradition chrétienne. Le lundi de la Pentecôte, dans la tradition chrétienne, vous savez que c'est le moment où, après la résurrection du Christ, les 11 apôtres, puisque Judas s'était suicidé, les 11 apôtres, quelques proches, se retrouvent enfermés, un peu terrorisés par la répression romaine qui allait suivre, et des langues de feu sont venues sur leur tête. C'est l'Esprit Saint qui est venu les habiter, et ils sont sortis alors de leur enfermement, et c'est là qu'ils ont commencé à évangéliser. Et c'est très important comme événement sur le plan symbolique et sur le plan même de mythologie chrétienne, c'est que à ce moment-là, ils sont sortis, ils ont commencé à parler du message du Christ, et ils parlaient leur langue, et tous leurs auditeurs les comprenaient dans leur propre langue. C'est le renversement du mythe de Babel. Babel, c'est la disjonction des langues, plus personne ne se comprend. La Pentecôte, c'est la conjonction des langues, où les apôtres ne parlent pas toutes les langues du monde, ils parlent leur propre langue, mais chacun les comprend dans sa langue. Magnifique. Et il se trouve que ce dernier lundi de la Pentecôte 2025, la chef de l'extrême droite française, Marine Le Pen,
avait organisé une grande réunion des partis d'extrême droite européennes, des différentes extrêmes droites européennes, dans un château en Normandie, en France. Elle a pris la parole pour accueillir et se féliciter de cet événement des futurs fascismes européens réunis, et elle a fait son discours après Viktor Orban en présentant la jonction, la coïncidence avec le lundi de la Pentecôte. Écoutez ce qu'elle dit. Vous avez le son? Oui. Chrétien, il marque, comme vous le savez, la descente de l'Esprit Saint sur les premiers chrétiens et la naissance de l'Église. Chrétien. Alors non, rassurez-vous, nous n'avons pas créé une église le 9 juin 2024, mais juste un groupe au Parlement européen, et croyez-moi, c'est déjà beaucoup. Un groupe. Donc vous voyez, elle fait la coïncidence entre les deux dates, entre la date où l'extrême droite française aux élections européennes, il y a précisément un an, avait remporté, non pas une majorité, mais quand même un nombre, 30 et quelques pourcents de voix, donc un nombre important. Et elle fait avec l'Esprit Saint qui descend sur la tête des premiers crétins, au lieu de dire chrétiens. Et évidemment, c'est un lapsus extraordinaire, merveilleux, mais on revient à ce qu'il révèle. Pour moi, le fonctionnement du lapsus, qu'est-ce que c'est? C'est la virtualité d'instances qui s'actualisent. Des instances énonçantes, refoulées, restées dans leur boîte de notre conscience affleurante dans le langage, qui, brusquement, par ce qu'on appelle un lapsus, déchirent leur enveloppe et surgissent à la surface et s'actualisent et se réalisent à notre insu. Et l'énonciateur est victime de ces instances. Et vous voyez bien que l'on a vraiment le phénomène de surgissement dans l'instant, parce qu'un lapsus c'est forcément un instant, la mise en attente, la virtualité qui s'actualise, et le phénomène de l'insistance. Pourquoi un lapsus est-il toujours un moment, surtout dans le champ politique, un moment de dramaturgie particulière dans le discours? Eh bien parce que voilà qu'il met dans l'espace public, il dépose dans l'espace public une instance énonçante qui devait être refoulée dans l'espace privé. Et voilà que surgit à travers elle une trame complète, une structure narrative. L'Assemblée, l'Esprit Saint qui tombe sur les crétins, les premiers crétins, voilà le jugement porté sur sa propre Assemblée. Voilà, comme sous une dictée. Alors elle lève les yeux au ciel, pour évidemment, avec raison, pour espérer que l'Esprit lui vient, mais c'est trop tard. Le discours latent, actualisé de l'instance énonçante, s'est manifesté. Donc ça, c'est un premier point que je trouve quand même un des développements, vous voyez, sur la question des instances, qui porterait non plus seulement sur la typologie des instances, telles que la développe Coquet, mais sur les modes de présence entre le virtuel, l'actualiser, le virtualiser, l'actualiser, le réaliser, le potentialiser, et comment les modes de présence modulent ces instants. Et comment chacune de nos énonciations est en quelque sorte sous le contrôle du tiers actant, l'énonciateur, et nous faisons très très attention à ne pas faire de lapsus. Ça, c'est une première chose. Ma deuxième remarque de développement concerne la relation entre instance et rôle thématique. Alors, est-ce que vous, dans votre formation en sémiotique, vous avez développé, consacré du temps au concept sémiotique de rôle thématique? Oui, c'est assez. Alors, le rôle, vous savez que selon la définition traditionnelle dans
sémiotique générative. Le rôle thématique, c'est ce qui assure la conversion de l'actant en acteur. L'actant étant une simple position syntaxique, conjonction, disjonction, etc. Et l'acteur étant par le biais du rôle thématique l'avènement du personnage qui peut se figurativiser. Donc c'est une espèce de montée comme ça en précision. L'actant, sujet, devient Julien, qui est séminariste, qui est, etc. Et qui est revêtu en habit noir de séminariste. Voilà. Mon actant devient progressivement un acteur par le biais d'un rôle thématique. Or, le rôle thématique, moi je le définis comme le mode d'insertion de l'individu dans la collectivité. Le mode d'insertion du sujet individuel à l'intérieur du sujet collectif. Le rôle thématique assure l'appartenance de l'individu au collectif. Et c'est ainsi que on est professeur, étudiant, président de la République, tortionnaire, victime, bourreau, pilote d'avion, etc. Et le rôle thématique définit, au fond, notre statut à l'intérieur de l'espace social. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça rôle thématique et pas simplement rôle social, comme en sociologie? Mais parce que c'est une affaire de langage. C'est que le rôle thématique comprend des prescriptions. Il est systémique. Il implique des formes d'expression. Il implique des formes de comportement. Nous traversons dans la journée un grand nombre de rôles thématiques différents. Nous sommes ici orateurs, tout à l'heure consommateurs, tout à l'heure clients, tout à l'heure citoyens, tout à l'heure, etc. Et nos rôles thématiques vont s'adjoindre à des rôles pathémiques, c'est-à-dire qui vont être non seulement narratifs, mais en même temps exprimer des états d'âme, de la patience, de l'enthousiasme, des choses comme ça. Bref, autour du rôle thématique, il s'organise tout un faisceau de comportements, y compris de comportements langagiers. On ne va pas parler de la même façon, selon le même registre, lorsqu'on occupe au petit matin le rôle thématique de papa ou de maman avec ses enfants au petit déjeuner, et une demi-heure plus tard, le rôle thématique de professeur d'université devant un amphithéâtre. Et ainsi de suite. Et on voit bien que les ruptures à l'intérieur des rôles thématiques peuvent être pathétiquement dangereuses. Pour vous donner un simple exemple, historique et politique, le nommé Nicolas Sarkozy, équipé du rôle thématique de président de la République française, un jour s'est fait, visitant le salon de l'agriculture ou quelque chose comme ça, serrait la main aux gens qui croisaient. Et un citoyen lambda a refusé de lui serrer la main. La réaction du président de la République, ça a été de lui dire « Casse-toi, pauvre con ». Voilà, tout d'un coup, c'était quasiment comme un lapsus. Surgissait une autre instance énonçante, incompatible avec le rôle thématique et ses prescriptions énonciatives. Ce casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy lui a quasiment coûté sa carrière. Il suffit d'un tout petit mot, d'une rupture d'instance à l'intérieur du rôle thématique pour que aussitôt tout un édifice signifiant se transforme. Donc moi je crois que le rôle thématique, si vous voulez, c'est un distributeur d'instances. Et que, d'une certaine manière, l'édifice coquetien de l'énonciation, que je trouve pour ma part absolument passionnant, non seulement par sa forme, mais par sa productivité, mérite d'être déployé, développé vers d'autres dimensions du sens qu'il a tendance à ignorer.
je dirais que c'est un squelette auquel il manque la chair. Et donc la chair, c'est la chair figurative. C'est la chair thématique et la chair figurative qui, elle, en rupture, détermine le fonctionnement des instances. Voilà, il est 11h58. Je vais vous proposer un peu de temps, mais on peut échanger peut-être un petit peu sur cette présentation et ces ouvertures que j'improvise un peu parce que mais ça mériterait évidemment d'être retravaillé davantage et de plus près, et c'est pour ça que j'en parle comme d'une ouverture sur la relation entre rôle thématique et instance énonçante, qui réimmerge, si vous voulez, le sujet de l'énonciation à l'intérieur de la communauté socioculturelle au sein de laquelle nous œuvrons. Voilà, merci. Vous pouvez changer. Je voudrais tout d'abord remercier Charles Denis pour cette intervention très enrichissante et qui nous fait le portrait légitime de Jean-Claude Coquet avec ses contributions, avec l'histoire de tout ce qu'il a fait pour contribuer au développement de la sémiotique européenne, parisienne surtout. Merci beaucoup, c'était vraiment très pertinent, très enrichissant. Je voudrais revenir sur cet exemple de lapsus parce que je donne l'exemple de lapsus comme un exemple de quasi-sujet dans mes cours. Parce que le quasi-sujet, c'est vraiment quelque chose de momentané. Il s'agit d'une coupure d'électricité qui doit aller au cerveau de l'instance énonçante et il s'agit d'une coupure là. Et donc, mais il faut peut-être classifier les lapsus en deux catégories parce que on peut parler des lapsus révélateurs, comme tu as donné ce bel exemple avec Marine Le Pen. Et là, il s'agit de quelque chose qui ressort, quelque chose de refoulé, quelque chose de méchant peut-être, puisqu'on veut le cacher. Mais il y a aussi, je pense, des lapsus innocents quand même. Et donc, ça peut nous arriver à tout moment de dire quelque chose tout en pensant à autre chose, parce que peut-être on est trop distrait, on est trop fatigué, on est préoccupé par d'autres choses, etc. Et donc, voilà, l'exemple de lapsus était très intéressant de ce côté. Et quant à l'exemple avec Nicolas Sarkozy, cet exemple, je ne sais pas si on peut le voir comme un acte de quasi-sujet, mais ça a attiré beaucoup d'attention, même j'imagine au niveau national en France, mais aussi au niveau international, parce que c'était quand même une personnalité importante internationalement. Et là aussi, voilà, c'est quelque chose de révélateur qui ressort. Et tu as très bien expliqué ce rôle thématique qui ne s'accorde pas peut-être parfois, et qui crée une certaine rupture dans un moment où le contrôle de soi-même est affaibli. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter ce point à l'exemple de lapsus. Merci Sophie, merci beaucoup. Je crois qu'en effet tu as parlé de quelque chose dont je n'ai pas parlé, ou peu, parce que j'ai envie d'en parler, qui est le développement de ces, je dirais presque, chez le dernier Coquet, le développement des concepts de quasi-sujet. Pardon. Ah, ça marche mieux. Le développement des concepts, mieux, comme ça c'est mieux, de quasi-sujet, quasi-objet,
Et ça je crois que c'est très très intéressant, et si tu veux développer ça, je pense que c'est un effet très très riche. D'abord, ces concepts-là rentrent dans la continuité de ce que j'appelle chez lui, dans son œuvre sémiotique, la modulation des instances. C'est-à-dire la modulation des modes d'existence. Des modes d'existence qui s'actualisent, se virtualisent, se potentialisent, se déploient et restent, au fond, sont à la fois détourés dans leur forme et en même temps modulés dans leur manifestation. Et ça, je crois que c'est toute la manifestation que je voudrais juste retrouver la définition. Vous voyez, il dit, je crois que je vais retrouver, l'objet délimité dans l'espace-temps phénoménologique, érigé en actant narratif par la sémiotique, ne peut que céder la place à un quasi-objet. Ainsi commenté, je cite Coquet, comme être sans frontières, un être qualitatif à l'identité incomplète ou fuyante. Et ça, je trouve que c'est très joli, parce que c'est exactement cette idée de la modulation. Et ça, ce sont des phénomènes de zones intermédiaires du sens qui ne sont pas pris en compte, ou très rarement pris en compte, et qui sont essentiels pour comprendre le mécanisme d'événements comme celui du lapsus. Alors tu proposes une typologie des lapsus, et ça, je trouve ça évidemment très très intéressant. Je n'ai pas des souvenirs un peu confus de différents travaux, mais les linguistes et les sémioticiens se sont depuis longtemps intéressés au mécanisme du lapsus. Il faudrait peut-être faire un jour l'inventaire dans une publication des différentes théorisations du fonctionnement du lapsus. Parmi les hommes politiques, je ne sais pas comment en Turquie, si vous avez des personnalités politiques spécialistes du lapsus, en France on en avait eu, il s'appelait Lionel Jospin. Lionel Jospin, qui est un homme excellent, il ne pouvait pratiquement pas faire un discours sans faire un gros lapsus, qui le faisait lui-même rougir. Parce qu'il va admettre que sous le lapsus, si vous voulez, c'est des trames narratives qui entrent en collision. C'est un petit peu comme en mer, les marins connaissent le phénomène qu'on appelle les vagues scélérates. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des vagues scélérates. Ce sont des vagues dont on parle très peu parce que les marins qui les rencontrent en général ne reviennent pas. Donc ils ne peuvent pas les raconter. Parce que les vagues scélérates, ce sont des vagues qui sont 2 ou 3 fois plus hautes que les vagues ordinaires, même dans une tempête. Les vagues ordinaires, par exemple, vont faire 10 mètres de hauteur, ce qui est déjà beaucoup, et quand 2 trains de vagues se rencontrent venant de directions différentes, voilà qu'à un moment donné, la conjonction des ventres et des nœuds peut donner naissance, par coïncidence, à une vague gigantesque qui détruit, qui renverse tous les bateaux. On appelle ça des vagues scélérates. Mais le lapsus, c'est un peu une vague scélérate. C'est la rencontre de 2 trains d'onde du sens, vous voyez. L'un est latent, l'autre est de surface, et puis pouf, voilà que les deux trains d'onde se potentialisent et le lapsus fait ses ravages. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Alors maintenant, il y a une typologie, parce que tu parles il y a des lapsus révélateurs et des lapsus innocents. Alors, c'est vrai, il y a certainement des différences entre lapsus. Est-ce qu'ils ne sont pas tous révélateurs d'une manière ou d'une autre? Je veux dire, les trains d'onde sont toujours là. Mais les conséquences sont de nature variable. Peut-être, oui, on peut les considérer tous révélateurs, mais ils révèlent autre chose. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là. Oui. Donc c'est ça. Je voulais ajouter, je vous remercie aussi, et je pense depuis tout à l'heure à la sociolinguistique. Parce que la sociolinguistique présente les choses de manière totalement différente. Je pense que ce qui disparaît
dans la sociolinguistique, c'est le sujet, en fait. C'est-à-dire que là, c'est un point de vue du sujet où on essaie d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur même du sujet, alors qu'en sociolinguistique, on présente les choses juste par rapport au social, entre l'individu et le social. Et donc, la plupart des exemples que vous avez donnés, on peut les donner en sociolinguistique, mais simplement en donnant les explications de correspondance du statut social et de la langue qui est utilisée. Et donc, pour revenir sur le lapsus, je pense qu'il y a certains, ce qu'on pourrait appeler des lapsus, qui peuvent correspondre simplement à une non-correspondance entre le sujet et la langue qu'il veut utiliser au niveau social. Ce qui marque une très forte insécurité linguistique. Et qu'à partir du moment où on a cette insécurité linguistique, il y a beaucoup de chances pour qu'on fasse ce qu'on appelle des lapsus, ou en tout cas des erreurs, entre guillemets, qui vont révéler cette insécurité linguistique. Qui vont révéler cette insécurité linguistique qui est aussi une insécurité sociale. Oui, je suis d'accord, parce que c'est intéressant de comparer de mettre en correspondance ces formes d'analyse. Parce que je crois qu'on est tout à fait d'accord avec cette interprétation. Je crois que c'est tout à fait compatible, me semble-t-il, avec maintenant pour voir les incidences des applications de cette analyse qu'on peut la proposer. Et qu'est-ce que c'est que cette compatibilité, incompatibilité? Qu'est-ce que c'est qu'une dissonance? Qu'est-ce que c'est que le lapsus? Le lapsus, c'est une dissonance. Ça désigne un événement qui est une rupture, qui fait rupture dans une cohérence. À quel niveau? Donc c'est vraiment un vrai sujet. Des questions? J'ai une question finale. Oui. Merci beaucoup. Alors, ma question est en fait sur la distinction que vous avez faite au début entre une sémiotique centrifuge et une sémiotique centripète. Alors, je pense que je comprends pourquoi et comment on peut dénominer la sémiotique crémancienne comme une sémiotique centrifuge. Mais à l'autre côté, est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus sur cette distinction et aussi sur le niveau étymologique en fait, quelle distinction on peut faire entre les deux formes adjectivales, centripète et centrifuge? La question, merci pour cette question. La question que vous posez pose tout le problème de la catachèse. C'est-à-dire, vous connaissez la catachèse, vous souvenez cette affaire de catachèse, on pourra en parler en parlant de figurativité. La catachèse, c'est le nom que l'on donne à quelque chose qui n'a pas de nom à partir de la ressemblance avec quelque chose qui est déjà nommé. Par exemple, quand on dit les ailes d'un bâtiment, c'est pas des ailes, c'est pas une ressemblance avec quelque chose qui a été nommé qu'on appelle les ailes d'un oiseau. Quand on dit faire un créneau en voiture, lorsqu'on essaie de garer une voiture en marche arrière et qu'on apprend à faire un créneau, c'est parce que ça a la forme d'un créneau de château fort, mais ça n'a rien à voir avec... Et donc la souris de l'ordinateur, c'est une catachèse. Le monde tous les mondes qui créent des univers nouveaux se lexicalisent par catachèse. L'univers figuratif issu du monde numérique est une mine de catachèse. Quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, le mot intelligence est une catachèse. Lorsque l'on parle des agents conversationnels avec nos machines, la conversation, le mot conversation n'est pas mal nommé, mais c'est une catachèse.
C'est-à-dire qu'il faut penser dans le phénomène de la catacrèse à l'analogie imparfaite. C'est le cas avec centrifuge, centripète. Absolument. Je pense que mon image, qui est une image ancienne, c'est une catacrèse. C'est-à-dire que j'ai parlé de centrifuge parce que j'ai toujours pensé que, si vous voulez, la vision grémassienne était beaucoup plus, avait une ambition universalisante, tournée vers l'identification des universaux, et notamment des universaux narratifs, aboutissant d'ailleurs à quelque chose qui était un peu pathétique, c'est que lorsque la narrativité s'est avérée être explicative du fonctionnement de toute forme de discours, Greimas en parle dans l'introduction à Du sens 2, il fait alors ce constat désabusé que le mot narrativité est devenu vide de sens. À force de puissance catacrétique, si vous voulez. C'est quand même très très intéressant. Et pour moi, c'est un vrai malheur, cette histoire-là, parce que du coup, les sémioticiens ont arrêté, à partir de ce Du sens 2, de s'intéresser au narratif. Et quand il y a quelques années sont réapparus, venus des États-Unis, des études de narratologie autour du storytelling, il y a eu en France des colloques avec des 2000 personnes considérables autour de la narratologie. Toute l'histoire théorique et méthodologique de la sémiotique narrative avait totalement disparu. Pas une seule mention. C'est quand même... Mais je crois que c'est le fait d'une expansion comme ça. Mais l'expansion, le centrifuge, c'est que ça va vers l'extérieur. Le centripète, c'est que ça va vers l'intérieur. Je pense qu'en effet, chez Coquet, si on veut parler du semi-symbolisme coquetien, si vous voulez, on pourrait faire des études. Moi qui ai beaucoup travaillé avec sa fille après son décès pour assurer les questions de gestion des bibliothèques. On a fait un fonds, on a créé un fonds bibliothèque Coquet à la Bibliothèque nationale, qui va être ouvert prochainement. On a tout classé avec une autre amie, etc., chez Coquet. Et j'ai vu le côté, si vous voulez, le petit bureau de Coquet, qui a été le même pendant 60 ans. Le lieu de son travail, d'une minutie, d'une qualité dans le détail magnifique. Ces fiches personnelles, des tiroirs entiers de fiches écrites d'une façon, cette écriture parfaite, parfaitement lisible. Je crois que c'est tout cela, c'est l'aspect semi-symbolique de ce fonctionnement centripète, si vous voulez. Ça reste, mais je suis d'accord avec vous, ça reste une catacrèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc nous pouvons reprendre cette première journée de la deuxième école d'été en sémiotique de l'Université Galatasaray. Et donc pour terminer complètement la première partie de cette journée, nous allons remettre une plaquette au professeur Régis Bertrand qui nous a parlé ce matin. Donc je vais inviter... Pardon. Je vais inviter le professeur Denis Bertrand à venir ici sur la scène pour recevoir sa plaquette. Et je vais inviter également le professeur Aïché Kouran pour venir remettre à Denis Bertrand la plaquette en question.
me donne une grande occasion pour présenter mes amitiés et tout au nom de Madame Tassar parce que je ne sais pas quoi dire, mais c'est très agréable d'être avec toi et de te présenter ce petit. Merci beaucoup. Nous sommes des amis de longue date, mais pour la première fois, nous sommes sur la même scène. Merci beaucoup, Aïché. Merci à tous pour ce magnifique objet, très impressionnant, après cette matinée que nous avons passée ensemble. Recevoir cet hommage de tes mains, Aïché, est pour moi aussi particulièrement précieux. Tu le disais, nous nous sommes connus sur les bancs de la sémiotique à Paris, au séminaire de Grémas. Il y a, tu as dit 40 ans, j'ajouterai 5 ou 6 ans en plus, au moins. Et c'est vraiment très très émouvant de voir cette continuité et non seulement cette continuité, mais cette renaissance permanente de la sémiotique depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, nous continuons. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Donc vous pouvez joindre votre place. Et donc je pense que Madame le professeur Marie Kran, vous pouvez peut-être nous parler plus longuement de votre pratique de la sémiotique, peut-être en vous asseyant. Très bien. Mon discours ne sera ni sémiotique, ni scientifique. Je voudrais seulement rendre hommage à mon professeur Jean-Claude Coquet. D'abord, je voudrais dire à nos deux amis qui viennent de l'étranger, bienvenue en Turquie, à l'université de Galatasaray. Tout d'abord, je dois remercier à Madame la professeure Sündüz Kassar qui vient de me donner la parole pour rendre hommage au professeur Jean-Claude Coquet. Je te remercie sincèrement. C'est effectivement Jean-Claude Coquet qui a rendu possible notre rencontre. Je commence par le commencement. Aujourd'hui, si je suis ici devant vous, avec vous, c'est grâce à M. Coquet. Je sais qu'on ne dit pas monsieur à quelqu'un qui est décédé, mais mon profond respect et ma profonde reconnaissance empêche de ne pas prononcer ce mot. Parce que je lui dois beaucoup. À la fin des années 70, j'étais à la recherche d'une méthode. Je ne voulais travailler ni sur la vie d'un auteur, ni sur les thèmes d'une œuvre, ni chercher des thèmes littéraires. Mais j'envisageais vaguement, mais très vaguement, d'apprendre la sémiotique pour des analyses littéraires. Mais je n'y connaissais rien. Ayant reçu une bourse du gouvernement français,
je suis allée avec mon mari à Istanbul où nous avons rendu visite à M. Yücel. Nous qui connaissions ses œuvres, nous le voyons pour la première fois en chair et en os à Paris et de lui demander son conseil. Comme il avait remarqué tout de suite ma passion pour la littérature et ma quête d'une méthode littéraire, il m'a orienté vers le professeur Jean-Claude Coquet. Je lui ai demandé d'être très rigoureux avec moi. Nous nous sommes vus, nous nous sommes rencontrés et nous avons travaillé très régulièrement au Café Rostand. En 1982, il m'a parlé d'une petite étudiante qui préparait son DEA avec lui. Elle s'appelait Sündüz. Plusieurs années après, j'ai enfin eu la chance de connaître Madame la professeure Sündüz Kassar. Et depuis, Monsieur Coquet et la sémiotique nous lient d'une amitié sincère et constante, comme vous pouvez le voir. Après la soutenance de nos thèses, chaque fois que j'allais à Paris, nous nous rencontrions au Café Rostand. Il me parlait de ses travaux, ses articles, me racontait les petits potins des milieux académiques et me donnait des nouvelles des milieux sémiotiques. Notre dernière rencontre a eu lieu juste avant l'épidémie Covid. Il m'a parlé de sa femme et de ses filles. Il était si triste que nous nous sommes séparés en larmes. Revenons en 82. D'une part, Monsieur le professeur Coquet préparait le discours et son sujet pour sa thèse d'État et d'autre part, il dirigeait les travaux de ses étudiants, dont une était moi. Il ne négligeait pas les recherches de ses étudiants. Il les corrigeait inlassablement du point de vue de la sémiotique, du point de vue sémantique, syntaxique et littéraire. Il partageait son savoir sans modération et avec beaucoup de générosité. Vous voyez, j'ai eu une chance inouïe et incroyable. Nos dates de dépôt de thèse ont presque coïncidé. Mais lui, il a corrigé jusqu'au dernier mot de ma thèse. Je ne sais pas quel professeur le ferait comme lui. Et il les corrigeait toujours avec la même rigueur. Quand, en 1984, il a publié et envoyé le premier tome de Discours et son sujet, il me l'a dédicacé avec générosité et modestie. Pour Ayşe Kram, un témoignage d'un travail commun, amicalement. J'ai été très touchée et je le suis toujours. Et depuis, chaque fois que je commence un travail, je consulte les travaux de mon maître et chaque fois je découvre une idée, j'apprends quelque chose de nouveau sur sa lucidité, sur ses recherches approfondies. Avec le professeur Yücel, le professeur Coquet ont énormément contribué à ma formation académique et à ma maturité intellectuelle. Je leur suis reconnaissante et je les remercie encore une fois. Je finis mes paroles avec une petite histoire créée par le professeur Coquet. Je commence. Au fond, ce que vous faites, c'est quoi? De la logique? Non. De la linguistique? J'ai entendu dire que la maison était grande. Pas si grande que cela, croyez-moi. Ce n'est pas de la philosophie? Non. De la théologie? Vous êtes drôle. Peut-être de l'esthétique? Non plus. De la critique littéraire?
Excusez-moi si je vous parais impertinent. Vous l'êtes en fait. Mais qu'est-ce que c'est alors? De la sémiotique. Alors, faisons alors de la sémiotique. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Madame la professeure Sündüz Kasar.